Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un Café des Croissants, une émission de TV Bruit. TV Bruit, c'est une télé associative qui œuvre depuis une vingtaine d'années et qui donne la parole à des personnes qui ont des projets audiovisuels, qui donnent la parole et qui prêtent aussi le matériel. D'ailleurs, à ce sujet, un Café des Croissants, c'est une émission qui est participative. Si vous voulez nous rejoindre, à Gouard et moi, Gouard qui est juste derrière, si vous voulez venir étoffer notre équipe, vous pouvez le faire et vous avez les adresses qui s'affichent sur l'écran en même temps que les QR codes si vous voulez nous suivre sur les réseaux. Un Café des Croissants, ça s'entend un peu dans le titre, je crois. C'est une émission qui parle de la slow life. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de comment on s'habille belles et beaux sans bousiller le monde. Un Café des Croissants, générique. Plus qu'un café, c'est un thé aujourd'hui qu'on prend dans un endroit rue Pérolière qui s'appelle Madame Bovary. Alors Madame Bovary, c'est vrai que pour parler de la fashion, c'est pas mal parce que c'était quand même une serial shoppeuse qui soignait son mal de vivre avec une addiction aux fringues. Aurélie, tu es la gérante avec Pauline qui est en cuisine de ce lieu, Madame Bovary. Est-ce que tu peux nous dire... Oui, c'est mieux avec le micro. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as essayé de créer, ce que vous avez essayé de créer quand vous l'avez ouvert? Alors, on a créé ce lieu il y a 6 ans, presque 6 ans maintenant. Et ce qu'on voulait, c'était que les gens qui viennent ici prennent le temps. Comme une sorte de bulle, d'où la nécessité d'avoir des livres. Et voilà, autour d'un café, d'un thé, d'un goûter, on voulait que les gens puissent venir s'installer, bouquiner avec leurs livres, les nôtres, écrire, discuter, mais voilà, c'est ça, s'offrir une pause, s'offrir du temps. Voilà. Ouais, très bien. Et c'est réussi. Et c'est vrai qu'il y a des livres qu'on peut consulter, qu'on peut acheter aussi d'occasion. Voilà. Et on voit que l'occasion, c'est une mentalité presque à Madame Bovary. Les meubles sont... Oui, tout à fait. Alors, au départ, ce n'était pas forcément notre objectif principal. Et de plus en plus, maintenant, on ne prend que des livres d'occasion. Et on se dirige de plus en plus vers l'occasion, effectivement. D'accord, oui. Très bien. Donc, cette émission sur la mode, je crois que ça t'intéresse un petit peu quand même. Un petit peu, oui, effectivement. Ok, donc tu nous écouteras, mais je vais te libérer parce que je sais que tu dois travailler quand même aujourd'hui. Hein. Mais je te remercie. Emma Bovary est ouverte. Alice va nous rejoindre. Alors voilà les faits sur la fast fashion. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est le dernier avatar de ce système capitaliste libéral mondialisé. Et c'est un cauchemar à bien des égards. Donc sur le plan environnemental, bien sûr, puisque la production, elle se fait de façon délocalisée, elle se fait avec des produits qui sont dangereux, 165 produits dangereux d'après le Parlement européen dans nos fringues. On a plus de 1600 produits chimiques. Et toutes ces fringues, comme elles sont de mauvaise qualité, elles finissent en général à la poubelle. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire « ouais, mais on recycle ». En fait, toutes les fringues que vous mettez vertueusement dans les points relais, sur 100 fringues, il y en a 6 qui sont réutilisables. Les autres, on les jette. Et c'est vrai que c'est difficile de résister quand on a... sur les sites de Zara, H&M ou autres, plus de 10 000 références. Et sur le site de Shein, on parle d'un demi-million de références. Ces fringues-là, elles ne sont pas destinées à rester, elles sont de mauvaise qualité. On ne parle pas des fringues qu'on va se passer de mère en fils ou de mère en fille. Donc, comment on sort du cauchemar? J'ai autour de moi des invités pour en parler. Et je vous présente.
Nako, tu es créateur de mode. Alors tu es plein de choses, hein. Je vais essayer de rien oublier, mais tu m'arrêtes. Tu es créateur de mode, tu as créé une marque Nako Paris il y a plus d'une vingtaine d'années. Tu es aussi artiste plasticien, artiste contemporain, formateur, en tout cas inspirant pour les jeunes. Et tu connais la Fashion Week, la haute couture, la couture sous toutes les coutures, évidemment, ça allait venir. Anne, tu as eu plusieurs vies. La dernière vie, je dirais qu'elle se consacre peut-être à l'éducation des jeunes, à la fois à la mode et aussi à l'écologie, à une mode vertueuse. Tu l'as fait au travers de cette aventure de Casa 9.3, qui s'est terminée en octobre dernier, malheureusement, on en parlera. Mais tu as rebondi tout de suite avec le collectif Rencontre. Et avec Nako, donc on parlera de ça. Et puis Alice, tu es, alors je dirais pas que tu es la caution jeunesse de l'émission, mais un petit peu quand même. Hein. Tu es étudiante en art plastique et design, c'est ça, à Jean Jaurès, et tu es couturière aussi, donc ça t'intéresse au premier plan cette discussion, je crois. Donc j'ai une première question en fait. C'est vrai qu'on pourrait se dire, je parlais du consommateur juste avant et on pourrait se dire qu'il y a quand même une question de mentalité et de changement de mentalité. Vous avez, Nako et Anne, travaillé justement avec des jeunes dans une formation de cette jeunesse, au travers de Casa 9.3. Anne, peut-être, tu peux nous parler un petit peu de ce que c'était, nous résumer ce que c'était que ce projet de Casa 9.3. Nako, tu interviens quand tu veux. De toute façon, tout le monde intervient quand il veut. C'est ça, c'est le principe. Effectivement, nous avons eu la chance de contribuer à l'implantation ici en région Occitanie de la première et de l'unique antenne en province de la formation gratuite de mode et plus généralement au métier de la création. Une formation dirigée à des jeunes entre 18 et 25 ans, plutôt en perte de repères, en difficulté financière. Et l'intérêt de cette formation était vraiment alors je dis était parce qu'effectivement, comme on l'a dit, la maison mère donc, a stoppé ses activités ici dans la région. Et en tous les cas, l'objectif est de mobiliser des jeunes autour d'un projet et leur permettre d'exprimer leur pleine créativité. Donc la mode est quelque part un prétexte pour les remobiliser, mais également une manière pour eux de communiquer et d'être inspirants auprès de nous, pauvres consommateurs qui sont pris dans la spirale dont on parlait. On est sans cesse influencés et peut-être pas dans le bon sens. Donc on avait, et on a toujours... envie de créer une autre voie peut-être un exactement. peu. Exactement, une autre voie. Donc là, nous avons œuvré dans le cadre de la maison, en espagnol, casa. Mais effectivement, aujourd'hui, on veut sortir les jeunes de la maison, justement, de leur cocon, et les mettre en situation un peu réelle, avec des contraintes, les délocaliser, les mettre en résidence. Voilà, c'est ça, donc travailler là, sur des événements. Exactement. Et au sein d'autres structures, avec des contraintes, un cahier des charges, et toujours pour communiquer autour d'une mode éco-responsable, autour de l'upcycling, et on va vous raconter on parlera de projet, toute façon, bien voilà, sûr, on parlera tout à du fait. collectif Rencontre. Tout à fait. Nako, tu as été en première ligne en contact avec ces jeunes-là. En quoi quelles sont les particularités de cette génération, s'il y en a, et puis est-ce que ça te rend plus optimiste? Tu nous en parlais en préparant l'émission, je trouvais ça intéressant. Ce qui est intéressant pour moi par rapport au contexte que j'occupe, par rapport à mon métier, par rapport à ma vision du métier, moi par exemple, j'ai jamais voulu revendiquer, je fais de la mode recyclée depuis le début, avant même que le mot upcycling existe. C'est parti au départ d'un manque de moyens. J'ai fait les poubelles pour créer mes collections, donc, mais c'est aussi une énergie qui est différente que d'acheter un rouleau de tissu très cher. Et voilà, donc ça c'est une chose très importante chez moi. Mais je n'ai jamais voulu mettre en avant ou revendiquer cette chose. Ça aurait pu même m'aider au niveau marketing à certains moments. D'ailleurs, la fast fashion, je suis désolée de t'interrompre, mais elle utilise maintenant cet argument-là. Absolument. Venez, on recycle vos vêtements, etc. Le
greenwashing, Voilà. voilà. Moi, j'ai jamais voulu le faire parce que pour moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est la création, c'est ça que je mets en avant. Et surtout, ça devrait être quelque chose de normal, en fait, d'être green, de faire du recyclage, etc. Et c'est ce que j'aime chez cette nouvelle génération qui arrive. Eux sont nés avec la fast fashion, en connaissant les dangers de ça. Et ils sont nés aussi avec la fripe, la seconde main, le recyclage. Et pour eux, c'est normal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour quasiment tous les jeunes de 20-25 qui voudraient créer une marque ou travailler autour d'un projet textile, pour eux, c'est naturel et normal d'être écologique, d'être éco-friendly. En tout cas, avec la mode le plus possible, parce que mode et écologie, c'est quelque chose sur lequel il faut être assez... On parlera de ça aussi. Il faut être assez nuancé parce que ça reste assez compliqué. Pour l'instant. Mais c'est ça que j'aime avec cette génération, c'est que pour eux c'est normal. Et moi j'ai toujours eu ce message que c'est pas une question d'être labellisé ou de le mettre très en avant sur un site internet. Vous pouvez regarder mon site internet, c'est écrit nulle part que mes vêtements sont à 80% recyclés, issus de matières naturelles, etc. Pour moi c'est juste normal de le faire en fait. Ouais. Et donc, tu parlais aussi de fluidité. Oui, Alice, je vais te poser la question parce qu'on parle des jeunes. Tu es là et tu es couturière, donc ça m'intéresse d'avoir ton avis. Il y a une question de fluidité, d'adaptabilité aussi un petit peu de cette jeunesse-là, c'est-à-dire qu'ils prennent les choses comme elles sont aujourd'hui, comme tu le disais, avec les ressources de la seconde main et avec le rejet d'une fast fashion. C'est bien ça aussi. En termes de fluidité et en sortant un peu de la mode, c'est sûr qu'ils sont totalement en adéquation avec le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus un seul métier, on n'a plus une seule étiquette. Donc, ils sont assez... même dans les projets qui se montent, moi, quand j'avais leur âge, on montait une marque avec une société. Aujourd'hui, ils montent des projets où on sent bien qu'il n'y a pas de frontières entre eux. On a l'impression qu'ils développent plus des projets comme des agences qui vont faire de l'événementiel, de la mode, aller vers le maquillage, selon ce qu'on sait faire. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, moi, sans m'en rendre compte, je travaille comme ça depuis 25 ans. Je le répète, par manque de moyens au départ, je faisais tout. Et aujourd'hui, on y est, quoi. On est là-dedans. Enfin, je sais pas, je suis pas... Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu te reconnais finalement, Alice, dans ce qu'on est en train de dire ? En fait, moi, déjà, je suis à la fac du Mirail. Donc on a déjà une certaine idéologie dans notre réputation, etc. Et dans ma licence, on nous parlait vraiment d'écologie, d'être responsable et d'humanisme. Donc tous nos projets qui, en plus, je suis en design, donc c'est vraiment tous les domaines. En fait, on peut vraiment mélanger tous les domaines du design pour faire, par exemple, une mode qui est couplée à un autre domaine, objet ou autre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que personne n'a vraiment une idée très précise de ce qu'il veut faire plus tard et on sait tous qu'on va un peu faire plusieurs choses et qu'on ne sera pas tous juste designer objet ou juste designer quelque chose. Ouais. Et vous dites oui au projet, quel qu'il soit, et puis C'est ça. Voilà. On a un sujet et on en fait quelque chose qui est très... qui casse les frontières un peu du design. Et comment tu imagines, toi, alors, le futur professionnel, je ne sais même pas s'il faut dire ça, en plus moi je trouve ça hyper stressant, à ton âge, détester qu'on me pose cette question, donc je ne te la pose pas. Mais comment tu envisages d'être créatrice ? Ton parcours de créatrice ? Moi déjà, j'aimerais découvrir un peu de tout. Donc surtout dans la mode, un peu voir tout ce qu'il y a comme parcours. Et aussi, et ce qui m'intéresse beaucoup comme style de boutique, c'est les concept stores, où il y a un peu de tout sous un thème en fait. Et moi j'aime bien le thème de du coup l'upcycling et je pense que ce serait intéressant de créer une boutique qui crée des vêtements qui seraient à la fois friperie et à la fois vêtements de créateurs, donc de la custom et aussi des objets, puisque je m'intéresse aussi aux objets. Okay. Mais tout ça, il y a une idée en tout cas de nomadisme un petit peu, quoi. Oui. Où on ne se fixe pas dans un endroit et non, oui, c'est vrai. Ok. Je crois que tu as participé à des événements alternatifs à la Fashion Week. Oui, justement, donc, en septembre, j'ai aidé à préparer un défilé sur le thème de l'upcycling. C'était organisé par une fille qui tient une friperie et une autre qui est costumière.
Et donc le défilé était autour de tout le thème donc upcycling et queer. Donc c'était toute une ambiance très différente des défilés de haute couture. Et donc vous vous êtes éclatés et Ouais. ça n'avait rien à voir, mais vous avez fait votre défilé. Et en Les fait, défilés, vous en faites pas mal aussi, je crois. c'était un événement que du coup, celle qui tient la friperie, elle organise beaucoup d'événements. Donc en fait, elle fait pas juste sa friperie, elle est aussi très, comme on disait, polyvalente, quoi. Ouais, c'est ça. Et Et dans il y a cette l'événementiel. histoire d'événement, en fait. Ok. Ben, en fait, je vais vous proposer de regarder ce qu'une créatrice fait avec ce dont on parlait, des déchets, puisque c'est comme ça que beaucoup les appellent. Ben, on regarde ça. Ce costume est inspiré en fait du travail d'une illustratrice qui s'appelle Emmanuelle Houdard, que j'aime énormément. Et il y a des éléments qui font référence à un de ses livres que j'ai connu il y a des années, en fait, qui s'appelle La garde-robe, et qui travaille sur tout ce qui est corps et tissu organique. Et en fait, elle en fait des costumes. Et en fait, j'ai travaillé sur les émotions. Donc j'ai travaillé sur les 3 pôles, on va dire, des émotions. Donc le cerveau que j'ai travaillé en soie, que j'ai peint et brodé. Le cœur, le myocarde. Et le deuxième cerveau, ou le premier cerveau archaïque, le ventre. Donc j'ai travaillé des viscères, pareil, en soie brodés. Voilà, j'ai travaillé tous ces tissus conjonctifs que j'ai créés en bijoux, en fait. Et dans le livre d'Emmanuelle Houdard, il y a aussi une idée de poison et de remède. Donc en fait, j'ai mis des animaux assez terribles, genre le piranha, le serpent, le frelon, la menthe religieuse, le scorpion... et en même temps des remèdes, genre comme la spiritualité, les fruits comme le raisin, l'absinthe, il y a la cuillère d'absinthe là. Voilà, il y a plein de petits détails en fait, donc c'est très organique, très animal, très corporel, très... Voilà, et tout ça, en fait, tout le tissu qui est là, ce sont des rideaux que j'ai récupérés, des rideaux de mamie. En fait, il n'y a pratiquement que de la récup là-dessus, quoi. Voilà, une robe de mariée ancienne que j'ai peinte. Des vieux tissus, des tissus que j'ai entièrement créés en peignant pour donner l'aspect de la peau. Des chutes, ça c'est que des chutes que je garde précieusement parce que un jour ça peut faire le job, quoi. Mon lien avec l'au-delà. Ce trône est un arbre en fait que j'ai créé pour un spectacle qui s'appelle Effeuillage animal.
donc qui est une espèce de spectacle burlesque où je suis animal en fait, mais j'ai plusieurs animaux, costumes d'animaux sur moi, et en fait je m'effeuille, donc c'est un clin d'œil à l'effeuillage burlesque. Donc je m'effeuille et en fait je commence par le corbeau qui est là, et sous le corbeau il y a un hibou, sous le hibou il y a un jaguar, et sous le jaguar il y a un renard. Donc c'est le cycle inversé de la vie, c'est-à-dire je pars de la vieillesse jusqu'à l'enfance. Donc la boucle est bouclée. Et donc cet arbre symbolise en fait la forêt intérieure dans laquelle l'âme erre et trouve l'énergie par l'énergie animale pour cheminer tout au long de sa vie, quoi. Et donc ce siège a été créé à partir d'un Voltaire qui m'a été légué par une de mes clientes. Donc c'était le fauteuil de son père. Et donc c'est d'autant plus précieux parce qu'il a une histoire. Et donc ce siège, je l'ai monté sur des palettes. J'ai monté des petites roulettes. Et je l'ai rempli en fait de mousse, et j'ai piqué des fleurs que j'ai récupérées dans les poubelles des cimetières. Voilà, je récupère toutes mes fleurs comme ça. Donc il y a des coquillages, il y a des ampoules, il y a plein de choses glanées au fil du temps. J'ai voulu créer aussi dessous une espèce de petite grotte qui rappelle toutes les grottes qu'on trouve dans les rocailles, dans les arbres, en fait tous les décors qui m'ont fait rêver quand j'étais enfant, où j'avais l'impression d'être dans un monde miniature, et mon imagination s'est ouverte à ce moment-là. Voilà, et donc cet arbre symbolise vraiment l'espèce d'ossature qu'on a à l'intérieur de soi, et l'endroit de ressources qu'on va chercher vraiment au plus profond. Voilà, donc c'est mon arbre chéri. Voilà, je vous présente Mamzelle Wash qui nous a rejoint. Bonjour Mamzelle Wash. Bonjour. Je vais t'appeler Marie, c'est ton prénom et ça sera plus facile que... Ouais. Tu es comment? C'est pareil, alors il y a plein de choses que tu fais, tu es costumière, tu es artiste plasticienne aussi, tu es créature à tes moments perdus, tu es aussi coiffeuse, et puis on peut te retrouver dans ton... cabinet de curiosité / salon de la rue de la Colombette. Est-ce que je vous tiens, Nako et toi, est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours de création? Comment tu fais avec le déchet? C'est pas un déchet, c'est une ressource en fait. Comment tu fabriques ça? Et puis Nako aussi, j'aimerais bien que vous nous en parliez. Tu veux dire le processus? Le processus de création, ouais. En fait, moi je glane depuis toujours. Ma mère m'a initiée aux brocantes, au vide-grenier, tout ça. Et j'ai toujours aimé l'objet. Pour moi, c'est des trésors, en fait. Dès que je trouve un petit objet, un tissu, j'essaye de l'imaginer, en fait, sur le corps, en costume, ou en décor, pour mettre en scène. Oui, parce que tu te produis souvent au Kalinka. Ouais, je me produis souvent au Kalinka, entre autres, mais c'est... en fait, mes créatures sont comme des espèces de sculptures. Donc, j'emploie des tas d'objets ou des tas de tissus. Donc, d'abord, on glane. D'abord, on glane. On trie par couleur. On met tout ça dans des petits bocaux, on met tout ça dans des vitrines, on met en valeur dans le cabinet de curiosité, et on essaye de sublimer en fait le déchet, ce qui est pour la plupart des gens un déchet. Comme aurait pu l'être
le haut que tu portes, Voilà. qui avait des trous, et Voilà. auquel tu as ajouté des Voilà, du costume. je l'ai chiné ce pull et j'aimais beaucoup sa forme et quand il a commencé à se trouer, j'ai pris des petits morceaux de tissu de spectacle qui étaient sur mes costumes et voilà, je les ai cousus dessus. Nako, ton processus à toi, Bah, à quoi ressemble-t-il? Disons que moi, l'upcycling, c'est quelque chose que j'utilise depuis toujours, avant même que le mot existe, et que j'en ai conscience. Quand j'étais préadolescent, je me suis retrouvé avec des choses à dire, et il y avait une machine à coudre à la maison, et dans le nord de la France, pour s'habiller, on allait chez Emmaüs acheter les bleus de travail, qui étaient en nombre puisque les mines avaient fermé, donc voilà. Et j'ai commencé à peindre dessus, donc j'ai commencé à m'exprimer sur les vêtements assez vite, et le vêtement de seconde main, faute de moyens à l'époque. Et quand j'ai monté ma marque en 2001, toujours pareil, c'est venu du manque de moyens au départ. Comment faire une collection de haute couture avec rien, donc on commence par aller où est-ce qu'on peut trouver des tissus gratuits dans les poubelles du Sentier à Paris, et dans les poubelles on trouve autre chose que des tissus, et donc et ça a commencé comme ça. Et par contre moi c'est pas quelque chose que j'ai mis, encore une fois, que j'ai mis en avant, c'est-à-dire que j'essayais que ce soit vraiment de la haute couture, donc je dis toujours ça part des poubelles et puis ça arrive à la haute couture, au plus haut de la voilà, couture. on part du pire pour arriver au meilleur. Et finalement, au fil des années, c'est devenu un truc naturel, même avec plus de budget par la suite. Il y a toujours eu cette notion d'aller chercher le recyclage. Un œil, en fait. Il faut quand même un œil pour ça, pour que le réemploi devienne une ressource aussi. Ah bah après, oui, ça devient Voilà. faut aimer le faire déjà. Et effectivement, après, c'est une gymnastique et ça. on devient professionnel là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, je me suis aperçu au fil des années que c'était aussi une énergie hyper intéressante, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même énergie que la grande maison qui fait partie d'un grand groupe financier, qui va qui va faire fabriquer le tissu le plus cher possible, le mieux possible, et non, c'est pas du tout la même énergie, quoi. C'est même l'inverse en fait, hein, puisqu'on prend quelque chose c'est totalement qui a des défauts, l'inverse, voilà. c'est totalement l'inverse. Ouais. Et aujourd'hui, 25 ans après, et vu comment la société évolue, ça a une vraie raison d'être, en fait. Je me retrouve en adéquation avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de développer, et donc... Et tu as trouvé, si je peux me permettre, tu as trouvé aussi une famille un petit peu, parce que tu étais peut-être, il y a 25 ans, voilà, tu faisais, sans même penser, tu faisais en fonction de ton cœur, en fait, et de tes envies. Aujourd'hui, avec le collectif Rencontre, mais tu as, je crois, un rapport avec les jeunes et les événements qui correspondent complètement à ce que tu as toujours fait, non? C'est-à-dire qu'au fil des années, c'est devenu mon savoir-faire, sans que je m'en rende compte. Ça s'est cumulé à mon savoir-faire de designer, de tailleur, etc. Mais aujourd'hui, ça, c'est un vrai savoir-faire qui commence à avoir une raison d'être et à être reconnu. Et effectivement, j'arrive à un âge où on a envie de transmettre un peu, et je suis face à cette génération dont on parlait tout à l'heure, et c'est intéressant parce qu'ils sont prêts pour ça. Ils sont preneurs, ils sont prêts. Anne, tu peux nous parler des événements justement autour du collectif Rencontre? Bien sûr, et je voudrais, là on parlait de tri, d'exercer, justement, les jeunes font déjà ça chez eux naturellement. C'est vrai qu'ils ont tendance à récupérer des vêtements, des objets au sein même de leur famille, mais également nous, on exerce leur œil dont on parlait. Et par exemple, en les mettant en session de tri chez Emmaüs, on les fait travailler avec des compagnons et des compagnonnes pour retrouver des marques, mais également des vêtements de qualité, parce qu'on disait tout ne se recycle pas, bien évidemment, et exercer leur œil aussi pour toucher des textiles, des jolies matières qui vont permettre l'upcycling, et également former les compagnons et les compagnonnes qui n'ont peut-être pas aussi accès à cette culture mode. Formés à la qualité. Exactement. Et donc ça fait partie justement du fait d'exercer. Et c'est ce dont
ce qu'on cherche à faire justement avec ce premier grosse action que nous allons développer dans le cadre du collectif Rencontre. Nous avons sélectionné une dizaine de jeunes on va développer au sein du musée des abattoirs, dans le cadre de l'exposition Le musée imaginaire d'Oli. NACO va animer un workshop live aux yeux des visiteurs du musée. Cette action se déroulera du 5 au 16 mars dans l'enceinte même du musée, donc au sous-sol. Vous êtes tous les bienvenus. Et ensuite, les jeunes donc, vont créer évidemment dans une optique d'upcycling, puisque nous pourrons compter sur des dons de vêtements, et notamment la marque Visionnaire, la marque de Big Flo et Oli, mais également Enedis, c'est un partenaire qui sera aussi à nos côtés en donnant des vêtements des techniciens en fait qui sont sur le terrain, les techniciens d'Enedis, donc et entre autres donc on a les gisements de vêtements, à vrai dire c'est pas ça le souci, mais en tous les cas les jeunes vont créer sur la base de ces vêtements là et proposer une collection qui défilera sous la forme d'une performance avec un casting inclusif le 27 mars prochain à 18h30 dans le cadre d'une nocturne des abattoirs. Donc là, c'est vraiment, on propose un projet expérimental pour ces jeunes-là. Ce sont des jeunes, des anciens de CASA, mais pas forcément exclusivement. Ce sont aussi des jeunes rencontrés à l'Université du Mirail, où NACO également intervient. Donc l'idée, c'est quand même un événement qui est inspirant, mais aussi ce dont on parlait, c'est-à-dire on casse, je crois que c'est Alice qui le disait, on casse les frontières. On est dans un musée, on fait de l'événementiel, un défilé oui, mais plus qu'un défilé finalement. On intègre aussi l'idée de vêtements usagés mais de travail. Donc c'est cette idée d'ouverture aussi. Exactement, en fait c'est une chance inouïe. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille avec le musée, avec les abattoirs. On a eu une grosse chance l'an dernier d'être invité dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Battre la campagne. Ouais, j'y étais, c'était super. Voilà, c'était qui traitait vraiment de la thématique de l'agriculteur, du monde paysan, avec tout ce que ça englobe, en termes de suicide, de pesticides, enfin également tous les volets un peu, voilà. Et donc nos jeunes ont en fait choisi une œuvre parmi celles qui étaient la centaine d'œuvres qui étaient exposées et d'artistes, et ils ont choisi une œuvre avec laquelle ils ont entretenu un dialogue textile et toujours avec les mêmes contraintes de l'upcycling, et ils ont laissé libre cours à leur imagination, à leur créativité, et ils sont également sortis vraiment des frontières du vêtement, puisque ils ont flirté avec la sculpture textile également, et on a pu dévoiler le fruit de leur travail lors de la nuit des musées l'an dernier, au mois de mai. Et d'ailleurs, une nocturne qui a battu tous les records en termes de visites. Et on a eu la chance également que cette exposition soit prolongée jusqu'au mois de janvier de cette année. Donc vraiment pour une première collaboration entre le dialogue mode et art. C'est une réussite. D'où l'a invité de nouveau cette année, ouais. Et on a hâte de démarrer notre action au mois de mars. Donc il y a une soif effectivement des jeunes, il y a aussi des capacités à créer qui sont évidentes, donc une inspiration pour cette filière-là qui est le réemploi, l'upcycling, etc. Mais bon, moi en tant que consommatrice, je vous avoue que j'ai parfois l'impression qu'il y a le choix entre être looké et sexy et être écolo et ressembler à un sac de patates. Évidemment, c'est complètement caricatural, mais c'est un peu ça quand même, le no-look des écolos. Il peut être assez repoussoir finalement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire, moi, en tant que consommatrice, comment je reste sexy et écolo ? Mais très longtemps, ça a été ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai jamais, quand on a commencé à parler de mode éthique, etc., et bio, j'ai jamais voulu être dans cette étiquette,
parce que on a longtemps eu des modes beige, marron, pas glam, etc. Et moi, j'ai toujours voulu justement, moi, quand j'utilise un procédé éthique, un tissu biologique, je dis toujours c'est bien, mais il faut pas que ça se voit en fait. Quelque part, et c'est pour ça que aussi que je le revendique pas, mais ça je pense que c'est vraiment ça, on arrive à ça aujourd'hui. Les marques les nouvelles choses qui se font là-dessus prennent ça en compte aussi, quoi. On veut les clients veulent pas forcément changer leurs habitudes et pas forcément Oui, c'est ça, on veut pas renoncer non plus, on s'habille parce qu'on veut être belles et beaux, quoi. Tout le monde ne part pas élever des brebis on se débarrasse de ça, on se débarrasse de cette image. Voilà, ouais, je pense que là, on y vient bien, quoi. Ok. C'est vrai qu'il faut un petit peu glamouriser, moi j'avais cette impression, mais il y a aussi le fait que il y a la question du coût, il faut qu'on l'aborde, parce que si on est, comme tu le disais, on fait un vêtement que on va effectivement glaner de beaux tissus, de bonnes matières, de belles matières aussi, tu disais Anne, on fait de l'upcycling, sauf qu'on a bien compris que la fast fashion c'est des produits qui sont de basse qualité et qu'on ne va pas pouvoir upcycler tellement, ils sont au bout de leur chaîne assez vite. Donc est-ce que l'upcycling ce sera du luxe, et puis question subsidiaire, est-ce que on peut avoir une industrie, c'est-à-dire pour faire baisser les coûts, industrialiser un petit peu, mais propre? Est-ce que ça peut exister, quoi? Une industrie propre qui veut répondre. En fait, évidemment, l'upcycling, c'est du luxe aujourd'hui, puisque de toute façon, ça coûte plus cher de fabriquer en upcycling que pas en upcycling. Après, il va falloir trouver l'équilibre et le juste milieu entre la fast fashion et ce qui pourrait être des prix haute couture. Moi, j'ai introduit de l'upcycling et des éléments de recyclage dans un vêtement en série. En petite série, mais en série. Donc, c'est faisable. Là, aujourd'hui, il y a des usines en Italie qui savent répondre à ça, utiliser des matières upcyclées. Il y a des marques qui se sont montées avec des fibres entièrement recyclées de chaussettes, de seconde main, etc. Donc, tout ça, aujourd'hui, il y a une réponse industrielle. La fast fashion ne s'intéresse pas à ça parce que ça coûte plus cher. Donc eux, ça diminue leur marge, et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait tout un processus qui se mette en place d'éducation du consommateur. Moi, je ne mets pas la faute sur le consommateur, parce que le consommateur, il fait son métier, il consomme. Et lui, il veut s'y retrouver avec les moyens qu'il a. Donc, oui, et puis la publicité, ça marche bien aussi sur les cerveaux quand même. Il fait son travail très bien, il consomme. Moi, je connais très bien le Japon. Au Japon, la consommation est un art de vivre. Le dimanche, les boutiques sont ouvertes et c'est un loisir, on va consommer. Peut-être moins n'importe comment qu'ici d'ailleurs à certains moments, donc c'est assez intéressant. Peut-être une éducation à la qualité, justement. Voilà. Peut-être. À la qualité, il y a des choses qui existent avec le réemploi des choses au Japon, etc. Il y a un mot pour ça que j'ai oublié d'ailleurs. Ils sont animistes, donc ils croient aussi que les objets ont une... Donc c'est pas inintéressant leur mode de consommer. Mais c'est vrai que le consommateur fait son métier, il consomme, mais il y a toute une éducation à faire, sans culpabiliser, de combien de t-shirts on a besoin par an, combien de pulls on a besoin chaque année à l'hiver. Alors forcément, quand c'est un pull d'une qualité médiocre et pas cher, on va en acheter 6, mais on n'a pas besoin de 6 pulls chaque hiver. On n'a pas besoin de 20 t-shirts, surtout quand il part à la poubelle après de lavage. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Et à partir de là, sans aller dans l'extrême des prix de nos créations qui sont... Là, on est quasi dans la haute couture, quoi, parce que c'est du fait main, etc. Sans être aussi radical, on peut trouver un milieu... d'un prêt-à-porter abordable et propre. C'est-à-dire que ces chaînes de fast fashion, qu'on aimerait bien ne plus appeler fast fashion, pourraient devenir du prêt-à-porter de grand public, bien fait, avec des consommateurs suffisamment aguerris pour aller s'acheter un t-shirt au vrai prix.
Un t-shirt, ça coûte pas moins cher qu'un sandwich, quoi. Ça n'existe pas. Ou ça. alors il y a quelqu'un qui paie en bout de chaîne. Quelqu'un paye, c'est-à-dire souvent les gens qui les fabriquent, et l'environnement, etc. Donc un t-shirt, ça ne coûte pas 2 €. C'est pas possible. Faire fabriquer à l'étranger, c'est pas quelque chose de pas bien. C'est ce qu'ils en font qui est pas bien. Moi, j'ai fait fabriquer en Indonésie dans un atelier coopératif où les gens étaient payés le salaire local correct. Une forme de commerce équitable, un petit peu, quelque chose comme ça. Absolument. Les gens étaient payés correctement. Il y avait même un système de... j'irai pas jusqu'à dire de sécurité sociale, mais parce que ça n'existe pas, mais en tout cas il y avait tout un accompagnement, enfin bon, il y avait de l'humain, quoi. Et c'est ce qui manque. Fabriquer à l'étranger, on peut le faire très bien, et quelque part il faut le faire, parce que l'industrie textile, le Bangladesh en vit, quoi. Donc il faut pas du tout arrêter de le faire, mais il faut bien le faire, et il faut apprendre aux gens qu'un t-shirt correctement fabriqué, ça coûte pas 2 €, ça coûte une vingtaine d'euros. Oui. La révolution, en fait, parce que c'est une révolution dont tu parles, c'est une contre-révolution plutôt, puisqu'il y a eu une révolution très rapide du textile, où on est passé d'un artisanat à immédiatement une industrie qui littéralement broie l'humain et l'environnement. Et là, il faudrait effectivement une contre-révolution où on revient un petit peu en arrière. Tu as aussi une solution, toi, de ton côté, c'est-à-dire que tu fais des habits pour d'autres, mais avec un petit côté troc. Alors, ça peut t'arriver ? Ouais, ça m'est arrivé. En fait, je fais des costumes, donc des costumes plutôt de scène. Je fais coucou parce que j'entends les clients de Madame Bovary qui nous écoutent. Vous pouvez intervenir, on vous passe un micro si vous voulez parler. Vraiment. Voilà, et ça m'est arrivé de travailler pour des artistes dont j'adore le travail, et de travailler des pièces de costumes, donc des coiffes, et de le faire sous forme de... en fait, il y a une partie payée et une partie de troc où les artistes viennent, par exemple, jouer sur mes spectacles en contrepartie, voilà. C'est ça, on peut peut-être aussi imaginer, alors évidemment, pas entièrement, mais il y a plusieurs solutions. Anne, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je souhaitais m'exprimer également sur ce qu'on vient de dire en termes, le consommateur, on ne lui rejette pas la faute, le pauvre, il est influencé, il est sur les réseaux. Quand même, le consommateur, il a un cerveau aussi, et donc, et justement, on est là. Cette émission sert aussi à éveiller les consciences, et on parle sur la thématique de la décroissance. Je pense qu'on peut vraiment jouer un rôle, et nous tous, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit peut jouer un rôle sur le fait que changer les habitudes de consommation, dans le fait on achète moins, mais on achète mieux. Également, comme on le fait peut-être de plus en plus sur notre manière de nous alimenter, on consomme moins de viande, mais une viande de meilleure qualité. Je crois que petit à petit, exactement. Après, c'est vrai aussi que je trouve, si je peux me permettre, Anne, qu'il y a un piège, c'est-à-dire qu'il y a des labels maintenant. Il y a les labels bio, le coton bio, le recyclé. Tu vas dans la fast fashion, on t'explique que ton vêtement il est recyclé à 50%, ou que si tu le ramènes. Donc ça, comment on fait ? Parce que si on peut faire confiance au label ? Non. Je pense que la réponse est claire de la part de NACO. Donc là, c'est un piège, quoi. Effectivement, tu vois, il y a mais cet aspect. en même temps, la réglementation tant française qu'européenne est vraiment en train de se durcir. NACO parlait justement de toutes les... Ça commence à s'industrialiser. Maintenant, les marques, les fabricants ont l'obligation d'intégrer des matériaux... respectueux, en tout cas de recycler, de remettre dans la boucle, et notamment l'Occitanie. Et, on va parler des matières premières. Oui, exactement, on fait des choses très intéressantes. Franchement, j'aimerais qu'on termine là-dessus, parce que moi, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, ouf, ouais, d'accord, c'est une respiration, il y a un espoir, ce serait bien. Mais bien sûr. Les NACO, les labels. Non, c'est vrai que les labels, moi, je m'y suis intéressée parce que forcément, ils sont venus vers moi, et moi j'ai toujours refusé d'être labellisé ci ou ça, parce que je suis allé voir des usines qui labellisaient le coton bio en Inde.
Enfin, je veux dire, le label, il s'achète, quoi. Donc, il suffit de payer. C'est un tampon, quoi. Si vous voulez, je vous fais un label maintenant. Il n'y a aucun souci. Donc, tout ça, moi, je ne fais pas confiance à tout ça. Je fais confiance. Moi, quand je vais chez un nouveau fournisseur, je vais voir ce qui se passe, comment ça se passe, où. Et donc, moi, consommatrice, je vais te voir et j'espère moi, que tu vas mes m'expliquer. clients aujourd'hui connaissent mon éthique et mes valeurs, donc me font confiance aveuglément parce que effectivement je n'ai pas énormément de preuves à avancer, mais c'est sûr que on va avoir du mal à faire confiance à des groupes de fast fashion, quoi. Ça c'est sûr. Quand on voit H&M qui monte un label qui s'appelle Conscious, où on parle d'éthique et de recyclage, etc., qui représente même pas 2% de leur activité, bon, voilà quoi. C'est bien sur le papier, c'est ce qu'on appelle du marketing en fait. Exactement, et du greenwashing. Et de greenwashing. Voilà, Zara moi j'ai proposé deuxième main, je crois. Ils font une collection de deuxième ouais. main. Mais c'est clairement du marketing. C'est dans un budget marketing pour eux et publicité. Moi, j'ai proposé plusieurs actions à plusieurs groupes que je vais pas nommer. Ça ne les intéresse même pas parce que financièrement, ils peuvent pas en tirer vraiment quelque chose, quoi. Il se pose la question de parce que il y a un truc quand même, le consommateur, puisqu'on est là-dessus, il y a quelque chose d'irrationnel au niveau de la mode, parce qu'on pourrait penser qu'il y a une question d'argent, mais on peut voir des petits bourgeois qui s'habillent dans des fripes ou chez Emmaüs, et de la même manière, on peut voir des gens qui n'ont pas forcément d'argent, mais qui font la queue devant Lacoste ou devant Vuitton. Donc bon, on a quelque chose de... Donc comment on fait pour que cet argent, qui de toute façon va être dépensé, parce qu'effectivement c'est un plaisir pour être consommateur, d'être consommateur, donc cet argent va être dépensé, comment on fait pour qu'il aille aux vertueux, quoi. Éduquer et légiférer. Moi, j'ai toujours dit, à l'école, on apprend alors plein de choses. La discussion reste ouverte. À l'école, on apprend des choses, mais on n'apprend pas à s'habiller. Déjà en termes de look, parce qu'il suffit d'aller dans la rue pour voir que on n'apprend pas à s'habiller. On expérimente, Nako, arrête. Mais bon, je ne juge pas. Par contre, on n'apprend pas à s'habiller, à choisir la qualité, à ce que ça dure, etc. Si tu as une maman qui l'a, c'est en général elle qui va te montrer son vêtement de qualité. Mais je trouve qu'à l'école, il pourrait y avoir ça. Pour moi, l'éducation du consommateur final, ça ne passera que par là. Et après, pour aller encore plus loin, la législation par rapport à ces mastodontes qui inondent de textiles pas recyclables en plus. Oui. Oui, parce que voilà, il y a une question quand même de législation. Ah bah oui. Je crois que c'est l'Assemblée nationale en mars dernier en France qui a proposé effectivement de légiférer sur la publicité. En particulier de Shein, de la publicité numérique. Numérique, c'est peut-être pas le terme, la publicité digitale, merci. Et ça n'est toujours pas passé au Sénat. Mais par contre, Shein, ils ont recruté un ancien ministre de l'Intérieur, donc Monsieur Castaner, et un ancien secrétaire d'État. Donc en fait, eux, ils anticipent, et ça va vite. La fast fashion, ça va vite aussi dans la façon de s'adapter aux contraintes du marché. Donc, effectivement, la législation, l'éducation, ok. Mais on a une question de matières premières. Comme on le disait tout à l'heure, les matières premières aujourd'hui, de plus en plus, elles sont plutôt de basse qualité, de mauvaise qualité. Toi, tu as trouvé un petit moyen quand même, Marie, c'est que... je te redonne la parole parce que tu nous écoutes là, sagement. C'est tellement intéressant. Oui, c'est ça. Mais si. Mais oui, certains parmi nous sont intéressants. D'accord. Et bref, toi, tu as trouvé le moyen, en fait, les matières premières. Tu travailles beaucoup sur l'accessoire et sur les objets. Tu fais même des formations, d'ailleurs, où tu travailles sur... Enfin, tu apprends à former... oui, tu apprends à former, je dis n'importe quoi. Où tu apprends aux gens à travailler sur le cheveu, par exemple. Oui. Alors, les fleurs de cimetière. Ah oui, quel beau détail. Je vais dans les poubelles. Oui, tu ne voles pas. Je ne vole pas sur les tombes. Je tiens mon karma. Ouais, c'est pour ça. Ouais, non, oui, en fait, je fais des formations. Alors initialement, c'est via un centre de formation qui s'appelle Ingénu, qui est destiné à des coiffeurs. Mais donc je peux pas venir. Bah si.
Parce qu'en fait, ça s'est ouvert. On ouvre, merci. Ben oui, parce qu'en fait, ils proposent des formations géniales, dont de la pub pour l'intelligence émotionnelle. Non, mais c'est important oui, parce que en fait, ils s'ouvrent à plein d'autres métiers. Et notamment mes formations à moi sont ouvertes à d'autres gens. Donc là, je commence à peine, c'est ma première année. Mais j'ai eu ma première formation, j'ai eu des coiffeurs. Mais la deuxième, j'ai eu des personnes qui sont dans le design, dans le burlesque, dans la perruque à l'opéra. Et donc en fait, je propose en fait de recycler les cheveux coupés. Alors les cheveux coupés ou les cheveux qui sont récupérés sur des défilés, les cheveux synthétiques qui sont des postiches. Donc je récupère et je récupère des bijoux dans les poubelles ou chez Emmaüs ou des choses qu'on me ramène et je dépiote tout et je fais des bijoux, des ornements capillaires éco-responsables. Ornements capillaires éco-responsables. Ouais. Et ça, c'est vrai que je me dis, ça peut être aussi une solution, c'est-à-dire qu'on va se payer une pièce d'upcycling et ensuite on accessorise. Oui, ou alors carrément. Nako parlait d'éducation. En fait, apprendre à l'école, par exemple, à chiner et à changer des boutons. Oui, parce qu'on n'est pas Juste, tous... Anne et moi, autour de cette table, on n'est pas celles qui maîtrisons totalement la couture. Prendre du fil, une aiguille, c'est accessible, en fait. Changer des boutons. Ou même avoir le réflexe d'aller faire réparer son vêtement. Faire réparer, parce que la couturière, c'est quelque chose qui a disparu, oui. Mais qui est, à mon avis, qui va revenir si on ne sait pas le faire soi-même, d'avoir le réflexe de le faire faire plutôt que de jeter le vêtement. Tout à fait. Mais je pense que l'éducation à la base est vachement importante parce que ça peut ouvrir aussi le goût de faire les choses pour soi. Oui, on se répare en réparant. C'est ça aussi qui est pas mal. Mais tu nous disais aussi qu'en termes de matières premières, donc effectivement, il y a les accessoires, il y a l'upcycling, et puis on peut naviguer entre les deux, mais il y a aussi donc de nouvelles matières, et même sur le plan local, là, de la région Occitanie, il y a des choses qui se créent. Bien sûr. C'est vrai que l'Occitanie est très... il y a beaucoup d'initiatives et avec lesquelles, justement, durant la formation CASA, ce sont des initiatives desquelles on s'est rapproché, justement pour permettre d'ouvrir le spectre à nos jeunes et pour qu'ils puissent petit à petit aussi intégrer dans leur processus créatif des nouvelles matières qui arrivent sur le marché. Beaucoup se lancent, on a parlé de greenwashing, mais il y en a d'autres marques, notamment les géants du luxe, ont quand même des départements de recherche et développement pour travailler sur l'éco-conception, l'éco-design, utiliser de moins en moins de matière, en tout cas l'optimiser. Et les résidus de leur production, donc tous les petits bouts de cuir, vont être réinjectés également de manière vertueuse et notamment grâce à cette entreprise occitane qui reçoit tous ces résidus, broie la matière pour en faire une poudre et cette poudre ensuite a deux applications, soit elle est compressée pour recréer un matériau dur et donc là justement ils ont une ligne de bijoux, etc. Ou alors cette poudre est mélangée à de l'huile de ricin, entre autres, il y a un secret évidemment, mais et pour en refaire une matière un peu comme un polymère, un plastique végétal. Et donc aujourd'hui, par exemple, tous les talons des chaussures Chanel, ou alors les contreforts de tous les sacs qui étaient antérieurement faits de plastique, eh bien, sont issus donc de leur propre chaîne de fabrication. Donc en fait, c'est vrai que l'Occitanie est assez relativement en avance, et ça on le voit, par exemple, l'Occitanie participe à un projet européen qui s'appelle Fashion Forward avec le Portugal, l'Espagne, mais également avec la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vraiment tout le sud-ouest de l'Europe qui ont décidé, toutes ces régions ont décidé de partager leurs pratiques, d'étudier leur manière de recycler leurs résidus
et de faire en fait des grandes chaînes, déjà le partage de connaissances, mais aussi mettre en place des filières pour recycler. Il y a plein d'entreprises qui, pour l'instant, stockent dans des containers des petits bouts de choses, les rouleaux de tissu, par exemple, les cônes, les tissus. En fait, quand ils sont en rouleau, il y a toute une partie au tout début du tissu est en plastique. Donc ça, il y a plein d'interrogations sur qu'est-ce qu'on fait de ça. Et on accumule. Et c'est passionnant de voir à quel point tout le monde se conscientise. Donc, il y a une industrie qui est innovante, qui est consciente. Il y a une haute couture qui essaie de faire un petit peu aussi différemment. Et puis, il y a ce qui est au milieu, là. Il y a des artisans. Et puis, il y a ce qui est au milieu, effectivement, qui peut être renouvelé. Mais la haute couture et les grandes marques de luxe, bon, au-delà du fait qu'elles sont dirigées par des groupes financiers qui ne sont pas toujours... qui investissent dans d'autres choses qui ne sont pas propres. Voilà, mais sinon les maisons de couture, les ateliers en particulier, fabriquent des vêtements qui ne posent pas de problème au niveau environnemental, puisque un vêtement qui est très bien fait dans des très belles matières va durer très longtemps. Plusieurs générations même. Une jupe de haute couture qui est achetée par une cliente, si vous retournez dans la maison de couture où vous l'avez achetée, ils vous la refont à vos mesures 10 ans après. Donc c'est à la base une habitude. Bon, il faut avoir les moyens, ça je l'accorde. Mais en tout cas, c'est pas eux qui posent un problème à l'écologie aujourd'hui. C'est vraiment le côté fast fashion. Voilà, c'est ce dont on parlait, parce que c'est ça le problème aujourd'hui. Et pour conclure l'émission, j'aimerais vous poser cette question-là. C'est comment est-ce que vous envisagez les 10, allez, on va se donner les 15 prochaines années dans ce domaine-là. Je parle du domaine, je ne parle pas forcément de votre pratique. Ça vous regarde un petit peu, mais vous pouvez partager si vous voulez. Mais surtout, comment vous imaginez cette évolution-là? Est-ce qu'on va passer par la cata d'abord avant de pouvoir commencer à réparer, améliorer, ou est-ce qu'il y aura une transition? La catastrophe, je pense qu'elle est déjà arrivée. On y est, on a eu les exemples au Bangladesh, etc. On le sait, ça tue les gens, etc. Donc, non, moi je suis assez optimiste parce que le consommateur, on disait, il consomme aveuglément. Non, là, je pense que les gens, effectivement, c'est d'abord venu par la nourriture, par le bien-être, par la santé, voilà. Et le textile, je pense que là, on y est, ça arrive. Et je suis assez optimiste de la prise de conscience des gens. Ce qu'il faut maintenant, c'est obliger par la loi ces gens qui font mal leur travail. On le sait maintenant, on sait qui ils sont, donc il va falloir que ça se soit fait. Bon, ouais. Et c'est pas, bon alors on est assez impuissants nous face à ça, mais ça j'y crois beaucoup. L'éducation et la législation en face, quoi. Et le consommateur, il est prêt à suivre. Et là, je pense que tout le monde a conscience que les gens continuent à s'acheter des t-shirts à 2 €. Je peux comprendre, mais par contre, je pense que si on va faire un micro-trottoir en face de ces magasins, je pense qu'ils ont conscience que c'est pas l'idéal, quoi. Oui, bien sûr. Donc moi, je les sens prêts. Anne ? Je suis comme Nako, je suis optimiste également. Quel binôme. Oui. Et puis justement, toutes ces prises de conscience et tous ces facteurs conjugués, autant dans l'industrie que dans la consommation, mais aussi dans l'éducation, chose que vraiment nous employons à faire. Et c'est vrai que c'est le support de notre collectif, du collectif Rencontre. C'est ça qui peut permettre vraiment cet éveil et de mettre toutes ces initiatives sous les projecteurs. Ça ne peut que embrasser... c'est un mouvement qui se fait. Exactement. Merci. Je pense que c'est ça en fait, c'est plein de petites choses qui se font individuellement et qui sont mises en lumière et qui vont changer. Ouais. Enfin, je l'espère en tout cas. Oui, écoutez, moi je vais pas casser tout ça, mais on parlait du monde des bisounours, on n'est pas dans le monde des bisounours, on est en transition en fait, et cette transition, elle vient du bas. Moi je pense que la législation va rattraper parce qu'effectivement, et ce qui je trouve super, en tout cas en vous rencontrant, c'est que
le secteur aussi, il est prêt, il a déjà les outils, il a les technologies, on peut la faire la transition. C'est fait. Enfin, on est capable dès aujourd'hui d'aller faire du propre, quoi. Donc on part pas de zéro. Et ça, c'est plutôt bien. Alice, t'en as pensé quoi de l'émission? Bien, rapproche-toi. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Je trouve qu'on apprend beaucoup sur des pratiques très optimistes. Et tu l'es, toi, optimiste? Je pense qu'il y a une partie de la société qui, en effet, est prête à changer. Et l'autre partie, ceux qui font leur garde-robe chez Primark ou ceux qui font la file devant Lacoste, ils sont peut-être pas aussi ouverts d'esprit qu'il faudrait. Mais je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Et même si ça prendra du temps, moi je pense qu'on arrivera à un moment où la mode sera quand même majoritairement responsable, quoi. Propre et responsable. Ok, bien on espère. En tout cas, dans notre émission là de TV Bruit, un café décroissant, on se dit qu'on décroît et que c'est plutôt une respiration. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette émission. Merci. Merci.